De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir nous allons parler abolition de l'esclavage. Et à cet effet, je reçois Agnès Garuche, enseignant en histoire-géographie au collège et à la faculté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en compagnie de François Monfret, professeur d'histoire et historien. Bonsoir monsieur Monfret. Bonsoir Harold. Alors on va parler effectivement donc de ces abolitions puisqu'on est au mois de mai, c'est le mai des mémoires, on a plusieurs célébrations, on peut le dire, on a plusieurs commémorations. On a d'abord le 10 mai, le 10-11 mai pour célébrer au niveau national. Après on a le 27, on a 26-27 pour célébrer effectivement Guadeloupe, Martinique. Abolition qui est enseignée à l'école, techniquement c'est dans les programmes, mais j'ai une question à savoir, qu'est-ce que les enfants doivent retenir finalement, qu'est-ce qu'ils doivent avoir intégré sur l'abolition de l'esclavage quand ils l'apprennent? Dites-moi tout. Je commence. Alors déjà, c'est important de noter que l'abolition, on l'aborde au pluriel. Parce que c'est important de noter qu'il y a une première abolition en 1794. Et moi, j'ai vraiment à cœur de montrer aux élèves que c'est un mouvement qui vient aussi des colonies. Saint-Domingue, les différentes révoltes, des révoltes qu'on a en Guadeloupe, en Martinique, et j'en parlais pas, il n'y a pas plus tard que quelques jours, on a des députés de couleur, Jean-Baptiste Bellay, on peut le citer, premier député noir, qui vont être dans ce mouvement de cette première abolition. Donc ça, c'est vraiment un élément important d'inscrire vraiment le contexte de cette première abolition qui fait suite à des révoltes, c'est pas parce qu'il y avait un récit pendant longtemps du white saver, du sauveur blanc qui, voilà, tout le chelcherisme de on est venu sauver les pauvres petits esclaves, etc. Non, il y a vraiment l'idée d'une agentivité d'un peuple qui se lève dans le contexte révolutionnaire. Il ne faut pas oublier qu'on est dans ce contexte de la Révolution française, en gros des gilets jaunes à l'époque de la fin du 18e. En plus Donc ça, c'est un peu plus sanglant avec des têtes coupées, etc. Mais ça, voilà, c'était l'approche de l'époque. Maintenant, seconde abolition, 1848, c'est effectivement celle qu'on célèbre, qui elle aussi s'inscrit dans le contexte de la Révolution de 48. Et c'est dans ce contexte-là aussi, il y a une ébullition intellectuelle, révolutionnaire, même poétique d'une certaine façon, qui a poussé effectivement les peuples en Martinique, en Guadeloupe et partout ailleurs, mais aussi c'est pour ça qu'on parle de la période de printemps des peuples, aussi en Europe, et qui a justement débouché sur cette seconde abolition. Donc ce que les élèves finalement doivent retenir, c'est vraiment cet élément de rupture qui est celui de l'abolition, parce qu'on a un texte de loi qui vient finalement mettre fin à une situation, mais qui s'inscrit dans ce contexte mouvant, ce contexte avec de l'énergie, etc. Maintenant, qui dit abolition, dit pas forcément une page qui se tourne. Parce que ça c'est aussi un élément qu'on aime apporter et qui est fondamental aussi à apporter aux élèves, c'est de montrer que une situation sociale, politique, économique, culturelle, elle ne s'efface pas du jour au lendemain. Et sur la question de l'esclavage, bien évidemment, il y a toutes ces réminiscences qu'on a encore aujourd'hui. Et donc, tous ces éléments, c'est aussi important de bien noter que oui, peut-être qu'au niveau de la législation, il y a un statut qui est aboli, il y a une législation qui est dite abolie, mais que se passe-t-il après ? Sur la question des réparations, sur la question donc des réparations numéraires, mais aussi des réparations mémorielles. Il y a tous ces éléments-là qui, par la suite, peuvent être abordés, tu vois, en classe de terminale. Il y a tout un thème dans une section, celle de sciences politiques, sur l'histoire et la mémoire. Parce qu'il y a cette tension-là. Ok, il y a quelque chose du passé, mais aujourd'hui, on est dans des sociétés post-esclavagistes, post-colonialistes. Quelles sont les réminiscences de tout ça ? Voilà, grosse interrogation, on y reviendra. Toujours de belles interrogations. Un peu plus tard, parce que c'est vrai que la question d'abolition au sens législatif, normalement, devait entraîner certaines réparations. Bon, c'est pas le cas, mais on en discutera. Mais on va rester encore un peu sur l'abolition en elle-même. Parce que quand on dit abolition de l'esclavage, on a l'habitude effectivement de se référencer à une date. On se fixera une date de commémoration. Alors que l'abolition, globalement, est-ce qu'il ne devrait pas être perçu comme un processus assez long, même très long, qui a débuté depuis les années 1700 pour se finaliser dans les années 1800, parce que je sais, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais tous les États colonisateurs, à un moment donné, se sont consultés, ont décidé de mettre fin à l'esclavage. Certains l'ont fait beaucoup plus prématurément que d'autres, comme les Anglais. En tout cas, les Français sont les derniers.
les bons derniers. Alors, en fait, les vrais derniers, c'est les Portugais. C'est vraiment, du coup, ceux qui arrivent en bout de course. Mais effectivement, les Anglais, c'est ceux qui ont pris l'avance sur ça. Et les Français ont suivi quelques années après. C'est dans les années 20 pour les Anglais et 48 pour la France dans ce contexte colonial. Mais le paradoxe, moi, c'est ce que j'aime montrer tout de suite avec les élèves, c'est que 48, on abolit l'esclavage aux Amériques et dans les îles d'Afrique, enfin à proximité avec l'Afrique orientale. Mais en même temps, il y a des systèmes de travaux forcés qui se mettent en place dans l'Afrique coloniale. Donc paradoxe, on a une loi qui abolit le travail, enfin la mise en esclavage d'individus, mais en même temps, on les met en esclavage sous une autre forme. Il y a une autre forme. Donc là, pour le coup, il y a énormément d'historiens qui ont travaillé sur ça, sur les mines en Afrique équatoriale, sur la construction des chemins de fer, etc. Donc, véritable paradoxe qui est la traduction un peu de toute la complexité de nos sociétés. C'est pour ça que, encore une fois, c'est vraiment important. Moi, j'ai vraiment à cœur de le montrer aux élèves. Ça serait faux de dire « Ah, excellent, ils ont mis en place une loi, ça y est, c'est terminé, tout est terminé. » Non, ça se passe jamais comme ça. Un système ne se détruit jamais comme ça. Il renaît sous d'autres formes, ou en tout cas, il perdure sous certaines formes, etc. Alors, Monsieur Monfret, votre avis sur l'étalement de ces abolitions? Sur la deuxième question, je vais revenir, pour arriver à la deuxième question, je vais revenir sur l'enseignement. En effet, depuis la loi de 2001, qui s'appelait donc la loi Taubira, les programmes scolaires nationaux ont intégré cette question-là dans l'enseignement. Ce qui fait qu'on a pratiquement l'obligation, entre guillemets, d'enseigner ces questions. Alors, j'aime bien lire les textes précisément, et c'est un peu comme ça que nous rentrons dans la question. Donc, la loi du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi Taubira, est une loi française concernant la reconnaissance en France comme crime contre l'humanité des traites et des esclavages pratiqués à partir du XVe siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes. Donc, quelque part, ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, effectivement, face aux élèves, c'est de leur montrer qu'il n'y a pas uniquement l'abolition qui vient comme ça, mais il y a tout un processus, effectivement, suivant justement ce qu'on a appelé la traite des Africains notamment, une double traite d'ailleurs, une traite vers les régions musulmanes, mais aussi une traite vers l'Amérique organisée par les Européens. Il y a eu effectivement mise en esclavage et système esclavagiste, en particulier dans nos pays, et il y a eu processus, effectivement, tu le disais, c'est un processus de longue haleine qui s'est déroulé pour pouvoir en arriver justement aux abolitions du XIXe siècle. Alors, nous concernant en Guadeloupe, nous partons sur la première abolition. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu, effectivement, en février 1794, donc la fameuse loi du 16 pluviose en 2, qui a aboli pour une première fois l'esclavage dans les colonies françaises. Mais cette loi n'a été finalement appliquée qu'en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Voilà les deux colonies qui en ont bénéficié durant cette période. Quelques années plus tard, pour aller vite, il y a eu effectivement une mesure de rétablissement qui est intervenue. Donc en 1802, Bonaparte, qui était donc en quelque sorte le maître de la France à ce moment-là déjà. Donc ça n'est plus vraiment la République, c'est le consulat. Ce que on entend souvent, et là aussi l'enseignement doit préciser les choses. Il ne s'agit pas de faire des amalgames idéologiques. Nous ne sommes plus en République. Donc la Première République avait aboli l'esclavage. Donc, et ensuite, le consulat, c'est-à-dire le pouvoir personnel pratiquement de Bonaparte, qui quelque temps plus tard deviendra empereur,
rétablit cette condition servile. Et donc, nous entrons effectivement dans le processus de tous ces événements qui ont entouré en Guadeloupe ce qu'on a appelé effectivement la guerre de Guadeloupe en 1802. Donc, et ces événements-là sont étudiés effectivement avec les élèves, mais de manière historique et non pas idéologique. D'accord ? Et finalement... Est-ce qu'on arrive à retirer l'idéologie ? Est-ce qu'on peut retirer l'idéologie d'une histoire coloniale ? En tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas d'interpréter le passé avec nos yeux d'aujourd'hui et avec nos préoccupations, entre guillemets, actuelles. Et notamment, effectivement, en ce qui concerne le statut de la Guadeloupe. Il s'agit effectivement d'expliquer et d'être pédagogue et d'être effectivement relativement objectif. Donc, les faits. Alors, c'est quoi les faits ? Les faits, c'est qu'effectivement, il y a eu en Guadeloupe une rébellion contre le capitaine général Lacrosse en 1801. En octobre 1801, donc le capitaine général est renvoyé de la colonie par un groupe d'officiers et de républicains, en quelque sorte, radicaux, qui chassent Lacrosse. Un gouvernement provisoire est mis en place, mais ce gouvernement, dirigé par Magloire-Pélage, demande le remplacement de Lacrosse. D'accord ? Comme je le disais tout à l'heure, le consulat réagit très mal à cette rébellion. Résultat, Bonaparte prend la décision d'envoyer un corps expéditionnaire sur place. Et ce corps expéditionnaire, il est dirigé par un nommé Richepens, le général Richepens. Et nous entrons effectivement dans tous les événements de 1802 qui aboutiront le 26 et le 27 mai, donc à la défaite d'Ignace à Bainbridge et d'Elgrès au Matouba. D'accord ? Quelque temps plus tard, effectivement, l'esclavage sera rétabli en Guadeloupe. Alors, est-ce que Richepens est venu pour rétablir l'esclavage ou pour rétablir l'ordre ? Donc, l'histoire, les faits... ça se confond un peu, non ? Voilà, les faits le disent. Il est venu rétablir l'ordre, mais peut-être avec un objectif dans cette optique de rétablissement de l'esclavage. Mais en tout cas, il n'y avait pas... Bonaparte avait déjà un peu préparé... mais justement, ça veut dire que les historiens sont partagés à ce niveau-là. Il y a des traces, en quelque sorte, des documents qui laissent à entendre que Bonaparte avait déjà ce plan-là, et d'autres qui disent non, mais non, Richepens n'a pas été envoyé pour rétablir l'esclavage. Monsieur Garuche. Voilà. Votre version, monsieur Garuche. Alors moi je rejoins mon collègue sur ces points. Ce que je voulais dire, parce que tu as posé une question, je sais pas, en ce tuto, on se voit, on est entre nous, Canal 10. Ce que je voulais dire, c'est que sur la question de l'idéologie derrière l'histoire, effectivement, l'histoire est toujours portée par des gens. Ce serait faux de dire, un peu comme de dire que la religion serait un fait hors sol porté par des gens. Non, c'est un fait religieux qui est porté par des gens, par des pouvoirs, par des idéologies, etc. Et en fait, en vérité, nous, en 2024, la manière dont on fait de l'histoire, on est le fruit de notre contexte. Et on est le fruit de recherches qui ont été faites avant nous, etc., ou pendant notre période. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut enseigner l'histoire de manière idéologique, tout comme, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en préambule, quand j'avais parlé du chelchérisme, pendant longtemps, il y avait cette version un peu de ce qu'on appelle le roman national, qui présentait l'histoire de l'abolition comme le fait d'un héros européen blanc qui aurait sauvé les peuples arriérés, parce qu'on est encore dans ce contexte raciste, ou en tout cas ouvertement raciste de race supérieure et race inférieure. Donc il y avait ce récit-là. Et donc à cette époque-là, quand on fait de l'histoire,
ce sont des historiennes et des historiens, principalement des historiens, qui sont le fruit de ce contexte-là. Aujourd'hui, on est dans une société où, heureusement, en tout cas, quand on s'intéresse un petit peu à ces questions, on a des historiennes et des historiens qui ont travaillé de manière critique sur les discours, sur les récits, sur les sources, pour pouvoir essayer en tout cas de s'approcher de la vérité. Parce que finalement, là on arrive même à des questions philosophiques. Est-ce qu'on arrivera à la vérité ou est-ce qu'à chaque fois on se mettra d'accord en 2024 mais en 2025 on dira qu'on avait tort? Bref, tout ça pour dire que effectivement c'est notre rôle, nous en tant qu'enseignants, de se mettre à jour, de regarder constamment. Là, par exemple, il parlait précédemment de ces traites musulmanes. Il y a un historien, Mohamed Waldi, qui a sorti un livre il y a quelques jours sur ces fameuses traites musulmanes qui ont fait beaucoup polémique, surtout en France, parce que on se rend compte que lorsque la loi sort, 2001, tout de suite, il y a eu une espèce de concurrence mémorielle. Où en gros, pour faire simple, on a reproché, en tout cas il y a des historiens comme Monsieur Pétré Grenouillot qui a commencé à dire mais vous n'avez pas à nous accuser de crimes ultimes, nous Européens. En fait, il s'est senti un peu vexé que des Noirs s'organisent et fassent une loi, et a commencé à dire mais regardez, donc il sort un livre sur mais déjà les Noirs l'ont fait entre eux en Afrique, et ensuite c'est les Arabes qui l'ont fait, entre guillemets, c'est les musulmans, on met un peu dans un fourre-tout. Sauf que, donc là ça fait plus de 20 ans, des historiens sont venus après. D'ailleurs, il y a 3 ans, Cécile Vidal a sorti une grosse collection de les esclavages, sur plus de 3000 ans. Et d'ailleurs, ils avaient fait une présentation ici en Guadeloupe, pour expliquer que ce serait faux de comparer la situation esclavagiste dans le système des plantations tel qu'on a connu aujourd'hui, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou même aux États-Unis, avec tout ce que ça a derrière en iconographie. On pense aux films comme Racine, etc. Donc tout ce que ça renvoie avec toutes ces émanations, Ku-Klux Klan, Black Lives Matter aujourd'hui, etc. Et les systèmes féodaux de servage et autres émanations, même qui s'appellent de l'esclavage, mais qui finalement renvoient peut-être à autre chose, qui existait dans les contextes d'Afrique précoloniale, dans les contextes asiatiques même précoloniaux, partout. Effectivement, et on a même des historiens qui ont montré qu'il y avait des esclaves qui possédaient des esclaves. On a un historien qui a... L'histoire a fait qu'on a aussi une image qui est assez biaisée de l'esclave en lui-même, ou même des raisons aussi beaucoup de l'esclavage. Parce qu'il y a les débats sur l'homme noir, que l'homme noir a été sélectionné, mais on ne va pas s'attarder à dire que c'était beaucoup pour des questions financières en fait. Tout à fait. C'était une question de résistance, c'était une question d'investissement, c'était beaucoup sur de la rentabilité. Donc c'est vrai qu'on doit dépassionner l'histoire, parce que comme on la vit un peu à travers nos ancêtres, on peut être un petit peu borderline, on peut un petit peu dépasser les limites, mais c'est là où j'en reviens à ma question. Comment savoir où se situe le juste milieu dans l'histoire qui nous a été racontée quand c'est le colon principalement qui a rédigé cette histoire? Regardez les années qu'il a fallu pour rétablir finalement cette vérité sur Schellcher, qui n'est pas le libérateur, l'abolitionniste qu'on aurait cru. Ça a quand même pris des années. Des années d'enseignement de personnes qui ont reçu ça comme étant une vérité, qui doivent la déconstruire au final, chose que peut-être ils ne feront pas. C'est ça. Donc, comment on trouve le juste milieu? Où sont les voix discordantes? Est-ce que tu... Oui, je peux... Vas-y. Je reviens justement à cette histoire de Riche-Pense. Il ne s'agit pas de dire effectivement Riche-Pense est venu rétablir l'esclavage en Guadeloupe. C'est ce que je veux dire par là. Mais les faits parlent. Quand les événements de 1802 donc, tournent à l'avantage de Riche-Pense, c'est-à-dire la défaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, des troupes qui étaient derrière les officiers qui se sont révoltés. Quelques temps plus tard, l'esclavage était rétabli. Bon, ça c'est un fait. Donc voilà. Mais il a été rétabli officiellement après la mort de Riche-Pense. Mais Riche-Pense avait déjà pris des mesures, il faut le dire, il avait déjà pris des mesures qui allaient dans ce sens-là. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut être très précis dans le discours et non pas faire des raccourcis en disant, bon ben voilà, Bonaparte a décidé de rétablir l'esclavage en Guadeloupe, donc il a envoyé Riche-Pense le faire. Non, ça serait caricaturer les choses et ça serait effectivement aller vite en besogne. Donc il a envoyé pour rétablir l'ordre déjà, et ensuite, certainement, avec
l'idée de rétablir l'esclavage. Parce que le contexte explique cela. Quelques semaines avant l'arrivée de Richepanse en Guadeloupe, il y a eu une paix, la paix d'Amiens, qui a été signée avec les Anglais. Donc la guerre entre la France et l'Angleterre était terminée. Donc quelque part, le but c'était quoi? C'était effectivement de rétablir le commerce, de rétablir le lien colonial. Et à cette époque-là, rétablir le commerce international, notamment du sucre, sous-entendait forcément rétablissement de l'esclavage. Donc quelque part, il y avait cette logique-là qui était implacable. Alors, pour finir sur les abolitions, donc quelques temps plus tard, c'est-à-dire quelques décennies plus tard, en 1848, donc en mai 1848, nouveau décret qui a été voté en avril, mais qui arrive en Guadeloupe en mai 1848, et qui abolit pour une deuxième fois l'esclavage. D'accord? Et on espère d'une façon définitive. Voilà. L'histoire nous apprend qu'il peut y avoir des revirements. Voilà, des revirements. Et que les choses peuvent non, mais on en rigole, mais... voilà. Le monde, vous voyez, cette affaire... C'est cyclique un peu. Hein. On pensait que la guerre en Europe était terminée. Voilà. Elle est de retour. Elle est de retour. Effectivement, donc, on ne sait jamais. Mais pour creuser pendant cette période des abolitions, surtout sur la première abolition, est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer l'histoire en parlant plus justement du point de vue de Delgrès, ou des héros guadeloupéens en tout cas, puisqu'on a donc la version de Richepanse qui est revenu rétablir l'esclavage. On sait un petit peu qu'il y a des batailles qui ont été menées au niveau de Pointe-à-Pitre, on sait qu'il y a eu des batailles à Basse-Terre, on sait qu'ils se sont fait exploser, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on passe sur cette partie de l'histoire. Donc je ne sais pas si elle est mal documentée ou bien si c'est à dessein, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'éléments en fait, ne serait-ce que sur l'épopée de Delgrès, on nous racontera rapidement qu'il est monté effectivement dans le Matouba et boum, il s'est fait sauter avec son équipe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de détails sur est-ce qu'il y a eu des victoires, est-ce qu'il y a eu une progression, je ne sais pas. C'est vrai que l'histoire est très floue à ce niveau-là. Pourquoi? Alors, pour aller vite, le rôle joué par Delgrès, Ignace et tous les autres a été occulté pendant très longtemps. Pendant des années, on n'en a pas parlé. Richepanse avait gardé, était encore en mémoire, dans la mémoire locale, puisque par exemple, le fort qui s'appelle aujourd'hui Delgrès s'appelait Richepanse. Le fort Richepanse, dont tout le monde connaissait, la tombe de Richepanse s'y trouve, toujours. Delgrès, Ignace, aucun lieu de mémoire. Ils ont été effacés de la mémoire, effacés de l'histoire. Il y a quelqu'un qui disait il y a deux façons de tuer un homme. C'est effectivement de le tuer physiquement, de l'abattre physiquement, et la deuxième façon, c'est de l'oublier. Eh bien voilà, Ignace, Delgrès et tous les autres, Solitude, ont été tués une première fois et ils ont été tués une deuxième fois, mais ressuscités depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis effectivement les années 50, les années 60, où on a commencé avec les mouvements indépendantistes qui se sont au fur et à mesure constitués. On a commencé effectivement à mettre la lumière sur ces événements-là. Et à partir de 1992, donc c'était une date quand même assez importante, puisque c'était, je crois, le 92-2002, c'était le 150e, je crois. Bref, c'était une date anniversaire, vous allez compter. Donc, il y a eu effectivement cette prise de conscience et cette érection de statues sur le boulevard des Héros, on l'appelle aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre-Abîme, effectivement, sur la route de Bainbridge. Vous avez
la statue d'Ignace, la statue de Solitude et la statue de Delgrès. En tout cas, l'homme éclaté avec qui figure le sacrifice de Delgrès. Alors, donc, cette histoire-là, la Guadeloupe s'est réappropriée cette histoire, qui aujourd'hui, effectivement, est considérée comme étant une sorte de nouveau départ, et on dira de naissance de la conscience guadeloupéenne. Donc, cette mémoire-là, donc les historiens, effectivement, tentent en quelque sorte de rechercher les éléments du passé, comment les choses se sont passées, de manière très objective. Les éléments font défaut. Scientifique. Les éléments font défaut, puisque les traces ont été effacées. Et, par exemple, on ne connaît pas grand-chose de Solitude. Voilà, mais justement, ça pousse certaines personnes... On a juste une phrase dans la cour, voilà. Dans un historien donc, du 19e siècle, Auguste Lacour, qui était donc une sorte de, je dirais, pas un planteur, mais c'était disons, un aristocrate de la colonie, si vous voulez, qui écrivait, je crois qu'il était avocat, bien. Donc, il avait écrit une histoire de la Guadeloupe. Et dans cette histoire de la Guadeloupe, il y avait quelques passages, mais relativement brefs, sur ces événements de 1802, et une petite allusion à cette femme, la mulâtresse Solitude. Et certains disent maintenant qu'on ne sait même pas si elle existait réellement, puisque les documents et les traces ne sont pas suffisants concernant l'existence, les historiens sont a priori d'accord. Cette femme a bien existé. Par contre, on a très peu d'éléments. Donc, il semblerait qu'elle soit née en 1772, qu'elle est née d'un viol que sa mère aurait subi sur un bateau négrier. Voilà ce qu'on sait d'elle. Et que sa mère serait partie en marronnage avec sa petite fille. Donc, et elles auraient vécu pendant effectivement un certain nombre d'années en marronnage. Et la révolution arrivant dessus, voilà, elles se sont retrouvées, donc la fille, donc la mulâtresse comme on l'appelait, s'est retrouvée dans les événements de 1802. Donc elle a été capturée après la défaite de Delgrès et quelques jours plus tard jugée et exécutée après avoir accouché d'un fils. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On a la même version. Donc on n'a pas de. Oui, ça va. Après, moi, je suis pas spécialiste de. Voilà, on n'a pas de. On n'a aucune description d'elle. Voilà. Et on n'a pas de. Alors pour Ignace, c'est pareil. Hein. Ignace, on n'a aucune description d'Ignace. Par contre, Ignace et Delgrès sont plus connus. Pourquoi ? Parce que c'était des militaires. Et donc, ils avaient un dossier militaire. Et c'est donc on a pu retrouver des traces. Voilà, c'est ce qui a permis d'avoir quelques informations, disons, plus précises sur ces deux personnages. Mais c'est vrai que il y a encore les informations, il y a beaucoup de très gros flous. Il y a des trous dans la raquette et on n'a pas beaucoup de choses. Par contre, sur Je pense, on est sérieusement documenté. Toute sa carrière, on est documenté, on sait où est-ce qu'il est, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour Delgrès, par exemple, on a parlé de la mulâtresse Solitude, mais il y avait une autre grande femme qui était aux côtés de Delgrès, qui était sa femme, et qui a été complètement aussi occultée de l'histoire, alors qu'elle a joué un rôle. On l'appelait Toto. Effectivement, la femme, ça, son épouse, je crois qu'ils étaient mariés, donc, ou sa compagne, bon, bref. Donc, Delgrès, effectivement. Alors, les femmes, ce qui est important, c'est le symbole. Solitude est devenue un symbole, en fait. Elle est devenue le symbole de la Guadeloupe et de la résistance qui enfante. Voilà. Je me demande si ça n'a pas été monté oui. Ça fait une belle histoire. C'est pour ça qu'on la représente. La statue, elle est très belle. Donc une mulâtresse. Donc ils ont imaginé qu'elle avait des cheveux un petit peu longs, tout ça. Et elle est enceinte. Et cette façon de représenter la mulâtresse Solitude est symbolique parce que elle est enceinte et elle a une attitude de guerrière. Donc c'est une guerrière, une Amazone, en quelque sorte, qui symbolise cette Guadeloupe debout, qui résiste et qui porte le futur, qui porte l'espoir
parce qu'avec son ventre prête à effectivement accoucher, elle porte en fait tous les espoirs de la Guadeloupe. Ça ressemble à un mythe fondateur. Ça ressemble beaucoup à un mythe fondateur. Oui, c'est un mythe fondateur. Ça ressemble énormément à un mythe fondateur. Donc il va falloir un gros travail historiographique pour remettre tout ça en ordre. L'important, justement, c'est que l'histoire ne peut travailler qu'avec des éléments factuels, des documents, etc. Les documents manquants, sauf si, il y en a qui peuvent émerger, surprise, moi je suis sûr qu'il y a des choses qui doivent être serrées dans des bibliothèques. On peut trouver effectivement des documents, parce que ça arrive qu'on en trouve, mais qu'on trouve des tonnes de documents sur tous ces personnages, ça m'aurait étonné. Je présume que ces documents-là ont soit été détruits ou n'ont pas existé, tout simplement. Il semblerait, puisque moi j'ai retrouvé des documents, très passionnante histoire justement sur les nègres marrons. Ouais. Parce que aussi ça c'est une partie qui est très survolée, on nous dit qu'il y avait des personnes qui vivaient dans les bois, mais quand j'ai été me renseigner, c'est très documenté, puisqu'il y a des historiens justement qui ont travaillé sur la question, ils ont sorti un très beau papier dessus, où effectivement on parle de leur mode de vie, et j'ai vu que certaines personnes ont vécu en marronnage 20 ans, 40 ans, les marrons avaient des noms, parfois changeaient leur nom, on a des morphologies, on a des tailles, on a des couleurs de cheveux, on a des descriptions parfois qui sont précises. On a même parfois les courriers qui ont été édités pour les crimes qu'ils ont commis, les jugements auxquels ils ont dû faire face, tout cela. Mais c'est vrai que c'est survolé. On nous parle juste des marrons, des résistants, mais on ne nous parle pas de tout l'écosystème, de toute la vie en fait qu'il y avait, parce qu'il y a une dualité en fait. Il y avait l'esclavage d'une part, et ces personnes qui vivaient plus ou moins en liberté, assez reculées dans les bois. Oui, c'est vrai, si tu as tout à fait raison. Et en vrai, c'était même pas. Pardon. Excuse-moi de te couper. En vrai, c'était même plus qu'une dualité. Il y avait même 3 mondes. Il y avait le monde de la campagne, avec le système de plantation, qui pour le coup est assez bien connu et documenté. Il y avait le monde, effectivement, du marronnage, qui, pour le contexte guadeloupéen, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de traces. Mais moi, je me suis un petit peu intéressé au contexte en Jamaïque ou des choses comme ça, où pour le coup, on a même un système politique qui s'est formé, avec un royaume marron, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, même raffiné du point de vue politique. Et après, on a le contexte des villes, qui souvent est oublié. Et récemment, je sais qu'il y a une historienne qui a terminé une thèse en Martinique il y a 2 ans, qui a travaillé effectivement sur le contexte des sociétés esclavagistes, mais dans les villes, où on a beaucoup plus d'itinérants. On a des gens finalement qui profitaient un peu du chaos de la ville, du fait qu'il y ait des marchands, que ça parte et que ça revienne, etc. pour qu'il y ait un certain nombre de libres de couleurs qui s'y établissent, qui profitent finalement peut-être des opportunités de déplacement pour pouvoir soit faire souche, soit pour pouvoir avoir une opportunité ailleurs. Donc c'est vrai que c'était un monde beaucoup plus complexe qu'un truc assez plat, avec les maîtres qui règnent et qui font l'ordre sur tout. Non, aujourd'hui, il faut déjà faire voler en éclats cette version de l'histoire, parce qu'elle est complètement fausse. Et en plus de ça, pour moi, c'est une manière même de rendre justice à ces hommes, à ces femmes qui ont lutté, parce que même ça, c'est un autre élément important, on a même un peu trop sanctifié la figure du marron en oubliant qu'il y avait ce qu'on appelle le marronnage qui ne disait pas son nom, le marronnage dans le système de plantation. Tous les systèmes de désobéissance, de sabotage, qui ensuite est repris dans le contexte industriel en Europe, avec justement le fait de mettre des sabots dans les machines, donc qui d'ailleurs a donné le mot de sabotage. Donc tous ces systèmes-là, quand on est en train de se faire opprimer, qu'est-ce qu'on met en place de manière détournée, et c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus dur pour un historien à trouver, parce que typiquement, c'est pas quelque chose qui va laisser beaucoup de traces. Et ce que je voulais dire, par contre, un élément important, parce que tu posais la question tout à l'heure, finalement, qui écrit l'histoire ? Et le vainqueur, a priori. Alors, à la base, c'est ce qu'on dit. On dit effectivement le vainqueur. Et c'est pour ça que c'est important pour la population, pour le peuple, pour ceux qui veulent même sont intéressés par ces questions-là, d'aller justement en masse et de devenir historien, j'ai envie de dire, pour reprendre un peu les travaux du fondateur aux États-Unis, Carter Woodson, qui a fondé le Black History Month. Lui, il est historien noir, et il se dit, donc on est au début du XXe siècle, on est à la fin du XIXe,
il se dit, fin 19e, début 20e, pardon, il dit, mais en fait, si on n'écrit pas notre histoire, mais c'est normal en fait que personne va l'écrire, ou du moins qu'elle ne sera jamais aussi fidèle peut-être à ce qui était notre réalité. Et donc par là, il ouvre un peu la porte de ce qu'on va appeler même plus tard les colonial studies, les post-colonial studies, les subaltern studies en Inde, où on a des historiens indiens qui ont dit hey, les Anglais, vous avez raconté notre histoire de notre culture, notre civilisation qui est millénaire, et en fait, stop, maintenant on va chercher nos sources, on parle la langue, on connaît un peu les us et coutumes parce que c'est notre civilisation, et c'est comme ça que tu as toute une branche d'historiens qui véritablement à partir des années 70 et en fait en vérité c'est un travail qui continue, qui essaye de s'emparer, tu as même des historiens à Trinidad vraiment assez connus, Sarah James, etc., qui eux sont dans l'idée de aller dans la lutte par les livres, aller dans la lutte par la réappropriation des archives, une relecture même des archives, parce que parfois les archives sont là, mais il suffit de ne pas avoir les bonnes lunettes, de ne pas avoir la bonne idéologie pour passer à côté de plein de choses. C'est pour ça que j'encourage vraiment, et c'est d'ailleurs c'est ce qui se fait, hein. Il y a des jeunes chercheurs qui essaient de s'emparer ça, mais maintenant le problème c'est comment est-ce qu'on passe de ce monde académique, d'historiens, d'historiennes qui vont lire, prendre plein de choses, etc., à rendre ça pour que les gens, rendre ça intelligible pour les gens. Il y a des initiatives, par exemple en Guadeloupe, qui sont faites. Cette année, moi je suis assez content d'avoir fait partie d'un projet entre l'université et le réseau académique, où en gros, sous l'égide un peu justement de la faculté d'humanité à Saint-Claude et de l'inspection académique, ils ont voulu mettre en lien des historiens guadeloupéens, martiniquais, on a même des Haïtiens qui ont travaillé avec nous, avec des profs. Parce qu'on a remarqué que souvent, les scientifiques, les historiens, les géographes, ils découvrent des choses assez folles, mais ça met 20, 30, 40 ans avant d'être enseigné. Et du coup, effectivement, il y a une injustice. Alors que si on fait se côtoyer ce monde-là, le monde des chercheurs, et le monde de nous, on est avec les élèves, et c'est vrai que là, on parle de belles choses, mais il y a aussi la réalité de il a volé son 4 couleurs, ils veulent se battre, il y a un combat, ils sont amoureux, il y a la réalité de l'école qui est moins passionnante que tous nos débats, mais avec laquelle il faut composer, parce que on a été jeunes, on est passé par là, on a besoin de ça. Et l'idée, c'est de créer ces ponts-là. Et puis après, il y a aussi dans la société civile, il y a le monde du journalisme, et c'est là où je te félicite. C'est là où je t'envoie une fleur. De pouvoir créer ces espaces-là, parce qu'en fait, on en a besoin. Finalement, que ce soit par la presse, que ce soit dans le journalisme même un peu militant, on en a besoin, parce qu'on a tous une idéologie, hein. C'est faux de croire je suis neutre, machin, c'est baratin, ça n'existe pas. n'existe pas. Mais par contre, il faut se saisir de ça, il faut que la société se saisisse de ça, que ce soit dans le domaine du sport, parce qu'il y a toujours ce symbole-là, que ce soit dans le domaine de l'art, le domaine de la culture, que ce soit à travers tout type de production. Finalement, c'est là où, et ça me permettra de faire tout un aller-retour, c'est ce que j'enseignais à mes élèves à l'université. Dans les sociétés égyptiennes d'Afrique antique, il y avait, et en vérité on retrouve ça dans plein de sociétés, il y avait une approche qu'on appelle holistique du monde. C'est-à-dire qu'on ne se pensait pas que comme des morceaux d'individus éparpillés. On se pensait vraiment comme un tout. Et l'idée de se penser comme un tout, c'est malheureusement quelque chose qui s'est perdu dans notre civilisation technique occidentale postmoderne. Mais on a tout intérêt, nous, qui sommes un peu à la marge, qui sommes un peu loin peut-être des grandes villes, New York, Londres, New York, Paris, etc. On a tout intérêt à peut-être se réapproprier ces histoires-là, ce rapport au monde-là, à travers... Est-ce que c'est pas justement les petits territoires, les ex-colonies qui ne vont pas contribuer à la réécriture plus correcte de l'histoire? Exactement, c'est ce qu'on appelle les subaltern studies. C'est tous ces marginaux qui soient proches du pouvoir, donc par exemple en banlieue, ils sont pas loin de Paris, hein, ils sont proches mais aussi dans ces marges de la République, dans ces territoires perdus, comme disait l'autre, qui ont tout intérêt de questionner, parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Kanaki, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Mayotte, c'est qu'effectivement, on est loin des lieux de pouvoir traditionnels de la République, et on se rend compte qu'il y a certains paradoxes, il y a certaines choses... L'esclavage a été aboli, bizarres. Mais le lien, par contre, lien perdure. Il y a des choses qui perdurent, qui sont assez bizarres, et c'est vrai que ça nous interroge nous en tant qu'humains, et ça nous interroge aussi en tant qu'enseignants, parce que forcément ensuite on se dit mais comment est-ce qu'on enseigne ça?
comment est-ce qu'on amène ça? Comment est-ce qu'on contribue à pacifier? Parce que quand on regarde un peu ces images-là, on peut avoir aussi une tension. Quand on retrace aussi sur le système de plantation, sur toute la violence qu'il y avait, la violence physique, la violence psychologique et toutes ces réminiscences. Mais justement, eh bien, comment on apaise tout ça? Justement, là tu touches un point central, c'est que finalement on parle donc de cette abolition de l'esclavage, mais j'ai envie de vous demander, on a aboli quoi en fait? Qu'est-ce qui a été aboli selon vous concrètement? Est-ce qu'on c'est juste la fin de la violence physique? C'est la fin d'un régime, d'un système organisé à des fins commerciales? Pour vous, qu'est-ce qu'on a aboli quand on a aboli l'esclavage? C'est une question piège que tu me poses. On va sur la fin. On était bavard. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a aboli? Effectivement, on a aboli un système qui existait depuis plusieurs siècles. Hein. En tout cas, on a aboli en 1948 dans les territoires français. Il s'agit d'un statut qui avait été effectivement appliqué dans le cadre du Code noir, et que ce statut-là, il a été supprimé. Bien. Les nouveaux libres, c'est-à-dire les anciens esclaves, deviennent d'emblée des citoyens. Donc, ils acquièrent le statut de citoyen. Cependant, il y a une mesure qui sera prise et qui, en quelque sorte, va tout remettre un petit peu en cause dans le cadre de je dirais la générosité affichée par rapport à cette décision, c'est que ce sont les anciens maîtres qui seront indemnisés. En fait, c'est indemnisé. Pourquoi? C'est pour respecter ce qu'on appelait le droit de propriété, et qui était en quelque sorte sacré. On parle de business. Oui, c'était un droit sacré, et c'est toujours le cas d'ailleurs. De la même façon que les esclaves étaient assurés. Ah oui, c'était assuré en banque, donc ils représentaient un capital. Oui, il était hors de question. Les navires négriers étaient assurés, donc même s'ils perdaient une partie de leur cargaison, mais ils étaient sûrs d'être rémunérés malgré tout. Donc, bien sûr, le système esclavagiste est un système basé sur le business, et du business pur et simple. Donc, voilà, ça s'est fait dans ces conditions-là. Mais tu as tout à fait raison. On peut dire qu'il y a abolition sans réparation. Mais aujourd'hui, effectivement, se pose ce problème, et plusieurs puissances coloniales de l'époque ont accepté ce principe-là, la Hollande, etc. Et on va vers des mesures de ce type. On a même les grands ports de France qui demandent maintenant, qui veulent indemniser Haïti. Il y a des demandes, un peu comme je fais le lien. Certains ports, certains villages de France, à un moment donné, avaient demandé à l'époque, étaient en quelque sorte en avant-garde dans cette demande d'abolition. Aujourd'hui, il y a des mouvements pour les réparations qui se mettent en place. Mais il faut effectivement revenir à ce problème économique. En effet, l'abolition de l'esclavage, les abolitions qui auront lieu au XIXe siècle, et pour commencer, tu as raison, ça a commencé dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, mais aussi aux États-Unis, à Philadelphie. Enfin, les Mormons avaient aboli leurs esclaves, avaient libéré leurs esclaves. Je crois que c'est vers la fin du XVIIIe siècle. Mais en fait, ça s'était resté vraiment quelque chose de très limité, de très circonscrit. Mais la première grande abolition, effectivement, ce sont les Britanniques. Et pourquoi ? Lorsqu'on fait le parallèle, tout simplement parce que c'était aussi le pays le plus avancé dans l'industrialisation à l'époque. Les Britanniques, effectivement, avaient déjà équipé le pays en machines à vapeur. La vapeur était déjà bien développée. La France était un petit peu en retard, évidemment, c'est encore plus le cas.
plus le cas pour les pays du sud de l'Europe, tels que l'Espagne ou le Portugal, qui aboliront bien après, justement parce que ces pays étaient beaucoup plus en retard dans leur processus industriel, d'industrialisation. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on s'est très vite rendu compte que l'esclavage, cette façon d'exploiter la main-d'œuvre était en quelque sorte obsolète. Et les pertes étaient trop conséquentes. Et qu'il fallait passer à un autre système beaucoup plus efficace qui est celui du salariat. Donc les choses, il y a eu convergence, entre guillemets. Alors, donc on a aboli l'esclavage ou on l'a transformé? Il y a plusieurs... on ne peut pas dire qu'on l'a transformé, mais l'esclavage n'a jamais disparu. En fait, les formes d'esclavage... elles évoluent, elles changent. Tu as mis l'accent tout à l'heure sur le travail forcé. Le travail forcé est une forme d'esclavage, ça c'est sûr. Et l'esclavage existe encore. De nos jours, il y a de nombreux pays, il y a de nombreux endroits où les gens sont mis en esclavage, y compris en Europe, évidemment. Ça pose même finalement, il y a beaucoup de débats en ce moment sur ça, beaucoup de philosophes, etc., sur la question même du travail, son sens, le rapport avec la liberté. On a des gens qui aujourd'hui peut-être gagnent des dizaines de milliers d'euros, qui travaillent dans des grandes entreprises. Concrètement, en termes de liberté, c'est très limité. Ils sont obligés de rendre des comptes à leur N+1, +2, et machin, etc. Ils doivent aller dans les apéros avec le travail, etc. Ouais, mais tu comprends, c'est pour le business, corporate. Etc. Tout ce qui est corporate, etc. Et donc, on se rend bien compte que derrière tous ces éléments de l'abolition se posent deux questions. La première, celle du rapport de domination. On se rend compte que non, le rapport de domination ne disparaît pas. Il continue à être là, il change de forme, il évolue, et l'intérêt qu'on a, nous, en tant que citoyens et aussi en tant que spécialistes en sciences humaines, c'est essayer de trouver, ok, où est-ce qu'il est, comment on fait pour le localiser. Et grand 2, du coup, deuxième question qui en découle, c'est, nous, en tant qu'humains, quel rapport on a avec cette domination et du coup avec notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on continue à avoir cette oppression? Est-ce qu'on s'en émancipe? Ou comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Avec quelle rigueur, etc. C'est autant de questions qui doivent être est-ce que l'abolition en soi, c'était pas une façon de taire, justement, d'étouffer ces questions? Puisque une fois qu'on t'a donné ta liberté, tu n'as plus rien à réclamer derrière, puisque tu as été proclamé comme étant libre. Donc on ne voit plus cette forme... Enfin, moi je trouve qu'on réduit l'esclavage vraiment au caractère uniquement violent, à ce qui s'est passé effectivement de violent. Donc on va garder ça en mémoire beaucoup. On l'a beaucoup illustré dans les films. Oui, voilà. C'est toujours beaucoup cet aspect-là qu'on met en avant. Exactement. Alors que ce n'est pas finalement le seul en fait. En fait, c'est le rapport de domination. C'est le rapport de domination. Ça. Et je pense que là, on vit un temps où il y a toute la dimension physique et matérielle et symbolique qu'on a beaucoup vu. Ok, il faut qu'on continue à en parler. Mais après, il va falloir commencer à arriver au cœur du sujet. C'est ces rapports de domination. Qui a les rapports de domination, qui a le pouvoir en fait. En fait, en vérité, derrière tout ça, c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? Comment est-il partagé? En sachant que, bien évidemment, moi, je suis un des porteurs de ce qu'on appelle la pensée complexe, de bien comprendre que le pouvoir, c'est pas une boule d'énergie que je possède sous ma cape et j'arrive à la déployer, etc. en faisant des Hayuken ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça marche. L'idée du pouvoir, finalement, c'est quelque chose de transactionnel, c'est quelque chose de relationnel. Et c'est là où il faut chercher, il faut être en mode inspecteur gadget. Donc je t'invite à mettre une veste longue et on va... Ouais, moi je propose d'autres émissions parce qu'on n'a pas fini. On va devoir se quitter. En tout cas, quand tu parles du rapport de domination, plus tôt dans la journée, je parlais justement, j'anticipais un petit peu le débat et j'en discutais avec quelqu'un qui me parlait justement de Georges Ballandier, qui parle de situation coloniale. La situation coloniale, exactement. Sociologue il travaille dans les années 50. On est encore en société coloniale. Sociologue, il constate ça. Et effectivement, lui, il parle de situation coloniale pour dire que pendant trop longtemps, et on a la caricature des méchants colonisateurs gentils colonisés, et finalement lui il amène un peu de complexité, pas pour effacer la responsabilité, attention, parce qu'il y a des gens qui ont mis de la domination de manière clairement volontaire, mais c'est pour avoir cette lecture un peu plus fine, parce que si c'est une lecture caricaturale, on dit ah c'est le méchant qui est là-bas.
ok, on va n'arrive pas l'arrêter. sur le fond. En fait, on va l'arrêter et on va se rendre compte que le système perdure. Alors qu'à partir du moment où on va dans ce contexte un peu plus complexe, on arrivera à faire certaines choses. Et je te donnerai le mot de la fin. Très intéressant. Et le mot de la fin pour Alors monsieur. oui, je voulais simplement terminer par y revenir rapidement à cette affaire d'abolition. L'abolition a eu lieu parce qu'il y a eu convergence de plusieurs effectivement facteurs tels que la lutte. N'oublions pas cela, la lutte sur place des esclaves, en quelque sorte, qui ont nombreuses pertes financières. Refusé ce système. Il y a toujours eu des révoltes, etc. Donc ça continuait et ça prenait de l'ampleur. Le courant abolitionniste qui était de plus en plus écouté et qui s'étendait effectivement dans les pays d'origine, enfin les pays européens et autres. Et troisièmement, le système économique avait évolué, mais il y a un quatrième élément dont on ne parle pas beaucoup, c'est le basculement vers l'Afrique, vers la conquête en quelque sorte. Il y a eu la conquête de l'Amérique, mais au 19e siècle, à partir de 1830 notamment avec l'Algérie qui tombe, il y a effectivement cette vision que finalement l'exploitation de l'Afrique pourrait effectivement être plus intéressante que la simple récupération de la main-d'œuvre africaine pour qu'elle aille travailler sur les plantations. Donc la décision, en fait, le basculement se fait sur, disons, la colonisation de l'Afrique elle-même. Et non plus la récupération de sa population pour la transporter quelque part d'autre. Donc on va exploiter les Africains chez eux. Tout simplement. On évite le transport. Tout est une question financière. Dans cette logique-là, et c'est beaucoup plus rentable. On est toujours sur de la rentabilité. Ils ne voient pas l'humain. Ils voient seulement la rentabilité. Et on peut faire le parallèle plus aisément, justement. Donc c'est un nouveau système qui se met en place. Voilà, petit à petit, et qui est bien rodé à l'heure d'aujourd'hui, en 2024. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'était particulièrement intéressant d'échanger avec vous. J'espère que l'occasion se représentera. Chers téléspectateurs, je vous dis à demain à 18h30 pour une nouvelle tranche info sur Canal 10. Bisous tout le monde.